On peut découvrir lors d'une balade des lieux d'une toute beauté, mais à la funeste destinée, remplis de croyances populaires, où les murs se souviennent encore de ce destin tragique et cachent de lourds secrets. Partons dans le Périgord noir, où une maison forte recèle bien des mystères, où le beau côtoie l'effrayant, à demi enfui et protégé par la pierre, nous attire ou nous répulse. Rentrons dès à présent dans cette demeure qui va nous emmener entre malédiction et alchimie. La Dordogne regorge de merveilles troglodytiques qui se cachent à flanc de falaise. Et des fois, derrière la beauté d'un lieu se cache un secret. On plonge dans un univers sombre, noir, voire effrayant. La maison forte de Régnac nous emmène dans un lieu noir, voire effrayant. Et pourtant, elle dégage une chaleur humaine. Construite au milieu du Moyen-Âge, cette demeure ne laisse personne indifférent. Elle vous emmène dans un univers sombre et envoûtant. En déambulant dans cette demeure, on peut sentir des présences sombres et maléfiques. On appelle ça une maison forte parce qu'il y a énormément de défense. C'est pas un château, mais c'est vraiment une maison avec ses bouches à feu et toutes les choses qui peuvent la défendre. On comptait 15 personnes pour la défendre et ça suffisait. Il y a un étrange personnage de cette période troublée, le seigneur des lieux, censé protéger la région. C'est une personne peu recommandable. Il s'appelait Jacquemet de Régnac. Et on le surnomme le bouc de Régnac. Celui qu'on a surnommé le bouc de Régnac serait-il à l'origine de la malédiction? Est-il à l'origine de cette malédiction? Pourtant, il semblerait que la maison reste marquée par les crimes de l'époque. Et on peut se sentir oppressé dans cette petite pièce. Quels événements se sont-ils déroulés? Des événements pas très catholiques. Et pour répondre à toutes ces questions, il faut remonter au XIIe siècle. Et en ces temps obscurs, la région est le théâtre de méfaits à répétition. On y raconte qu'un brigand détrousse les voyageurs, vêtus d'une peau de bête. Dans ce même temps, des ecclésiastiques sont assassinés sans raison. Il y a aussi ces bergères, ces jeunes filles qui disparaissent sans raison. Pourtant, il n'y a aucun lien entre ces événements. Sauf qu'ils correspondent tous à l'arrivée d'un nouveau seigneur à Régnac, Jacquemet de Régnac. Celui-ci est le fruit adoptif du seigneur de Régnac. Il devient écuyer aux écuries de Montignac et participe aux croisades en Terre Sainte. Lorsque son père décède, il revient en Dordogne afin de s'occuper de ses terres. Et très vite, la région connaît une série d'événements dramatiques. Jacquemet est aigri, notamment par plusieurs années au fond d'une prison en terre musulmane. Il se révèle être un homme cruel, usant et abusant de son pouvoir sur les personnes qui ont le malheur d'habiter sur son domaine. Son passe-temps favori est de torturer et de tuer, sans avoir besoin de prétexte. Il sème la terreur dans toute la région. Il torture et exécute comme bien lui semble. Cette peur est d'autant plus grande parmi la population féminine, car celui-ci est surnommé le bouc de Régnac. Il se plaît à capturer des jeunes filles afin d'exercer le droit de cuissage qui lui permet de les déflorer en toute impunité. La maison forte de Régnac n'a rien perdu de sa puissance
de l'époque. Pour les emmener à sa demeure, il fait chevalier de simples brigands qui sont chargés de capturer les jeunes filles aux alentours. Celles-ci sont conduites ensuite au château, puis enfermées dans une chambre, ou plutôt une cellule, où elles subissent violences sexuelles, tortures, et sont généralement mises à mort. C'est ici qu'il les enfermait et abusait d'elles. De même, les chevaliers deviennent les instruments de sa justice et se chargent d'assurer les fonctions de juge et de bourreau. Ce système permet au seigneur de Régnac de poursuivre ses monstrueuses activités sans être inquiété. Et on ressent une sensation d'oppression. Et tout à fait officiellement, il a fait pendre une douzaine de juifs qui avaient accordé des prêts usuriers à des chrétiens, ce qui était strictement interdit. Tout-puissant, il fait régner sa loi, installant partout la terreur où il passe. Malgré cela, les meurtres et les disparitions se poursuivent. Et le pouvoir de Sarlat va lui dire de faire une enquête. Et l'enquête dure 1 an, et on ne trouve rien. Alors, en haut lieu, on s'interroge. Et le bouc de Régnac ferait-il traîner les choses? Et quel serait son intérêt? Le doute s'installe, et pour cause. L'homme qui se cache derrière ces atrocités n'est d'autre que le seigneur de Régnac lui-même. Et c'est parce qu'il était le seigneur de la région qu'il a pu abuser de ses prérogatives et de son pouvoir. Craint par les habitants, il était encore davantage par ses domestiques. Égocentrique et pervers, il exerçait un droit de cuissage sur les jeunes femmes de la maison afin de satisfaire ses besoins les plus primaires. C'est donc un monstre qui règne sur la maison forte. Mais qu'est-ce qui le pousse à agir ainsi? Le traumatisme des croisades? C'est peu crédible. Fils adoptif du seigneur précédent, le bouc cache un lourd secret sur ses origines. Le bouc de Régnac a été le fruit d'un viol. Sa mère avait été violée par un ecclésiastique, et forcément, il a été élevé un peu dans la haine de la religion. Et ceci explique sûrement son dernier meurtre. Et avant de partir rejoindre sa femme, resté en Sicile, il s'acharne et récidive, comme s'il voulait provoquer l'autorité de Périgueux, qui commence à le soupçonner. À Périgueux, il assassine le second de l'évêque. Déviant et démoniaque, le bouc l'était assurément. Mais la maison forte de Régnac n'a-t-elle pas renforcé la folie de cet homme assoiffé de sang et de sexe? Et cette toute-puissance qu'il exerçait est magnifiée par la maison de Régnac. Un lieu surpuissant. La demeure n'a rien perdu de sa puissance originelle. Et les visiteurs peuvent encore le ressentir. On y retrouve aussi un carré magique, ou le carré Sator, un des 30 qui existent, et t'en as un ici. Et la maison s'impose et n'a pas fini de nous surprendre. Et l'entrée du souterrain des oubliettes, gardée par un chevalier en armure. L'atmosphère reste pesante, et certains endroits gardent l'empreinte du bouc de Régnac. Mais la maison forte de Régnac ne possède pas seulement des oubliettes, ni cette petite pièce où le bouc enfermait ses victimes. Il y a aussi un cachot où l'on pouvait être complètement à l'isolement, avec ses 2 portes, avec un passe-plat en chicane, pouvant ainsi récupérer un quignon de pain sans savoir qui le donnait. Après le passage du bouc, la période sombre est révolue. Si le bouc est resté dans la légende, il n'est pas le seul personnage à avoir marqué l'histoire de Régnac. Régnac offre la discrétion et la tranquillité permettant de cacher des activités suspectes, voire interdites. Et la maison forte a caché les pratiques hérétiques de Léopold de Bonaventure. Et là, il est question d'alchimie, de magie noire et de sorcellerie. On est dans la grotte de Léopold de Bonaventure, et c'est ici qu'il s'est adonné à des pratiques qui auraient pu l'amener au péché. Léopold avait pour habitude de pratiquer ses expériences
sur la terrasse supérieure, dans la plus grande discrétion pour garder ses activités secrètes et ainsi échapper au bûcher. On le dit inspiré par les chamans de la préhistoire et qu'il communiquait avec l'au-delà. Et cet alchimiste aurait trouvé la pierre philosophale et fabriqué un élixir de vie éternelle. Vous pouvez vérifier par vous-même que les muants de la maison forte recèlent encore bien les secrets, en arpentant les pièces vraiment pas comme les autres, et ressentir la néfaste influence de ce propriétaire maléfique. Meurtre, viol, torture, et plus tard, alchimie et sorcellerie. Tous les ingrédients étaient réunis pour que la maison forte devienne maudite, voire hantée. Je suis sûr que tu ne verras plus les lieux que tu visites de la même façon. J'espère que la vidéo t'a plu. Moi, je retourne sur les routes pour voir d'autres lieux. Et n'oublie pas, l'important, c'est pas la destination. L'important, c'est les gens et les lieux que tu vas rencontrer sur ta route. Allez, ciao. La maison forte de Régnac cache encore de nombreux secrets, et je vais t'en faire découvrir un que tu verras à la sortie de ta visite. Rentrons dans cette pratique qui suscite une répulsion universelle, cruelle et inhumaine, qui consiste à infliger intentionnellement la douleur et les souffrances pour obtenir des aveux ou des informations. La torture peut prendre de nombreuses formes, allant de la privation de sommeil à la simulation de noyade. Elle a été utilisée à travers l'histoire, depuis l'aube des temps jusqu'à aujourd'hui. Et l'homme a usé de moyens atroces pour faire parler, punir et tuer. Parmi les instruments de torture les plus notoires figure la poire du pape, qui a été utilisée pendant des siècles en Europe pour punir les hérétiques, les blasphémateurs et les homosexuels. Cet instrument de torture en forme de poire métallique, souvent muni de lames ou de pointes à l'intérieur, elle était délivrée dans la bouche, l'anus ou le vagin de la victime, puis élargie progressivement à l'aide d'une vis ou d'un levier, infligeant ainsi des douleurs intenses et des dommages physiques irréversibles. Ou bien encore la chaise de Judas, une technique prisée lors de l'Inquisition pour obtenir des aveux. Le condamné était tiré vers le haut et positionné sur un siège très spécial, en forme de pyramide, la pointe placée au niveau de l'anus ou du vagin. Il était ensuite descendu très lentement grâce à des cordes. L'orifice s'étirait, le bourreau pouvant accentuer la douleur en relevant le condamné et en le faisant tomber sur la pointe lourdement, ou même en le balançant. La victime mourait empalée ou succombait à une infection. Le taureau d'airain, inventé en Grèce antique, dans lequel on enfermait les suppliciés avant de le porter au rouge. Ce moyen de torture fut encore employé à la fin du 5e siècle, avec l'exécution à Toulouse d'un certain Burdulenus. On passera la cage de fer, l'empalement, l'âne espagnol ou l'écraseur de tête. Il n'avait pas oublié les femmes avec l'araignée espagnole. Un instrument réservé aux femmes adultères. La pince aux griffes acérées était chauffée à blanc, puis ensuite percer la peau et arracher le sein. La torture est une pratique cruelle et inhumaine qui viole les droits fondamentaux de l'être humain. Bien que de nombreux pays aient interdit la torture, elle est encore pratiquée dans de nombreux endroits à travers le monde. N'oublions pas non plus la torture, non pas physique, mais psychologique, qui, elle, ne laisse pas de traces sur le corps.
est tout aussi dévastatrice pour la victime. Et n'oublie pas, l'important, c'est pas la destination. L'important, c'est les gens et les lieux que tu vas rencontrer sur ta route. Allez, ciao!